Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 22 novembre 2024 et hier soir on a eu un gros face-à-face entre Cody Rhodes et Kevin Owens. On a également eu un très gros retour à la fin du show et on a la OG Bloodline qui ont enfin trouvé leur 5e membre pour les Survivor Series War Games. Donc c'est parti et le show démarre avec une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière entre la New Bloodline et la OG Bloodline et la déception de Roman Reigns à la fin de SmackDown la semaine dernière quand il s'est rendu compte que la ligne de Paul Heyman était désactivée. Et derrière, nous avons la New Bloodline qui font leur entrée, accompagnés par Bronson Reed. La New Bloodline monte sur le ring et Solo Sikoa demande à la foule de le reconnaître, puis il nous annonce que lors des Survivor Series War Games, la New Bloodline va totalement dominer. Il nous dit d'ailleurs au passage que Roman Reigns n'est pas prêt. Et comment est-ce que Solo le sait? Eh bien, il le sait parce que Roman Reigns n'est même pas encore arrivé à l'arène ce soir. Mais attention, Solo Sikoa challenge Roman Reigns, il lui donne rendez-vous à la fin du show pour que Solo Sikoa accepte les conditions de la reddition de Roman Reigns. Donc en gros, hier soir, Solo Sikoa souhaitait que Roman Reigns se rende. Comme ça, derrière, Roman Reigns et la OG Bloodline pourront enfin reconnaître Solo Sikoa. Donc petit speech classique de Solo Sikoa qui fait très bien son travail comme d'habitude. Et on retrouvera la réponse de la OG Bloodline un peu plus tard. Puis on enchaîne avec un match du tournoi pour couronner la première championne US. Et hier soir, on avait Chelsea Green contre Bianca Belair contre Blair Davenport. Et au bout d'une dizaine de minutes, alors que Bianca Belair est en train de dominer, d'un coup, sur l'écran géant, on nous montre Jade Cargill qui est inanimée en coulisses sur une voiture. Donc clairement, Jade Cargill a été attaquée en coulisses. Et là, vous avez Bianca Belair qui ne sait pas quoi faire, elle hésite. Est-ce qu'elle reste dans le match ou est-ce qu'elle part en coulisses? Et au final, elle abandonne le match pour aller aider sa coéquipière. Du coup, le match continue sans Bianca Belair et au bout de quelques instants, vous avez Chelsea Green qui réussit à porter le Unprettier sur Blair Davenport pour la victoire. Donc Chelsea Green avance dans le tournoi et je sais que ça fera plaisir à beaucoup de monde car elle est adorée actuellement et honnêtement elle le mérite, elle taffe tellement dur, elle se donne à fond à chaque fois qu'elle apparaît à la télévision et également sur les réseaux sociaux, elle fait tout pour réussir, donc elle mérite d'aller loin dans ce tournoi et pourquoi pas remporter le titre. Et attention, tout de suite après le match on a Bianca Belair qui va voir ce qui se passe en coulisses et là on peut voir que Jade Cargill est placée dans une ambulance pour être transportée à l'hôpital et Bayley et Naomi sont là pour voir ce qui se passe également. Et là, vous avez encore une fois Bianca Belair qui s'énerve un petit peu contre Bayley en disant écoute, dégage, c'est pas ta coéquipière, donc laisse-moi tranquille. Et c'est Bianca Belair qui monte dans l'ambulance pour partir avec Jade. Et petite remarque, si vous suivez mes vidéos, vous savez sûrement que je ne suis pas le plus grand fan de Bayley, surtout depuis qu'elle a effectué ce face turn. Je trouve vraiment que là, elle manque de personnalité, mais par contre, c'est un petit peu moche la manière dont beaucoup de catcheuses en coulisses sont méchantes avec elle alors qu'elle avait rien fait hier soir, la pauvre. Elle était là limite pour aider Jade Cargill, mais Bianca Belair a quand même traité Bayley comme une merde, donc va falloir faire attention avec ça parce qu'au bout d'un moment ça va énerver Bayley. Et forcément du coup après ce segment hier soir on se pose tous la même question je pense, qui a attaqué Jade Cargill? Est-ce que c'était la team Heel du War Games match? Ou est-ce que c'était peut-être justement Bayley qui en a marre que Jade Cargill et Bianca Belair soient méchantes avec elle? Ou peut-être qu'elle souhaite prendre la place de Jade Cargill dans la team des Survivor Series War Games? Derrière, on enchaîne avec LA Knight qui défend le titre US contre Santos. Et une fois que les deux catcheurs sont dans le ring, on a le droit à une vignette de Shinsuke Nakamura. Une vignette assez dark, un petit peu comme lors de son dernier run, où Nakamura parle en japonais et on a les sous-titres. Et donc là, en gros, vous avez Nakamura qui dit qu'il surveille LA Knight depuis quelques temps et dorénavant, il connaît LA Knight mieux que LA Knight ne se connaît lui-même. Nakamura nous dit que LA Knight est quelqu'un qui a beaucoup d'insécurité et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il pense à tous les échecs qu'il a eu durant sa carrière et il est hanté par ces échecs. Et Nakamura termine en disant que c'est le début de la fin pour LA Knight. Et ce n'est pas tout car au bout de quelques minutes pendant le match alors que LA Knight est en train de dominer, Nakamura fait son apparition au niveau de l'entrée pour distraire LA Knight, ce qui permet à Santos de prendre l'avantage, mais juste pour quelques minutes car derrière, LA Knight réussit à porter son BFT pour la victoire. Mais directement après le match, vous avez Nakamura qui attaque une nouvelle fois LA Knight assez violemment et il le jette notamment plusieurs fois contre le poteau de coin de ring. Donc la rivalité entre Nakamura et LA Knight est lancée et comme je l'avais dit la semaine dernière, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'aime bien ces petites promos de Nakamura où il parle en japonais et c'est sous-titré. Mais par contre le problème et ce qui va bloquer un petit peu Nakamura, c'est que si on le voit jamais parler en anglais, il pourra jamais échanger avec ses adversaires et habituellement quand on a des rivalités, certains des meilleurs segments
ce sont justement les confrontations entre les deux adversaires. Donc si Nakamura ne peut jamais échanger avec ses adversaires, ça risque un petit peu de le bloquer dans ses futures storylines. Et du coup, je me pose une question que je me suis déjà posée plusieurs fois par rapport à Nakamura, mais est-ce qu'un manager ne lui ferait pas un petit peu de bien ? Puis on passe en coulisses et on a Johnny Gargano qui s'explique et qui s'excuse auprès des champions par équipe, les Motor City Machine Guns, à cause de ce que Ciampa a fait la semaine dernière. Et en gros, Gargano explique que Ciampa n'est pas méchant, mais il veut juste absolument un match pour les titres par équipe. Donc justement, Gargano essaie de négocier pour avoir la prochaine opportunité. Mais là, vous avez les champions par équipe qui répondent que suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, ils pensent que la prochaine opportunité revient plutôt aux Street Profits. Et là, vous avez les Street Profits qui arrivent et ils sont totalement d'accord avec les champions par équipe. Et au passage, il précise à Gargano que son partenaire est un problème. Et d'ailleurs, il se demande si c'est vraiment encore son partenaire. Puis toujours en coulisses, on peut voir la OG Bloodline qui arrive à l'arène et derrière, on a Nick Aldis qui va voir Nia Jax pour lui demander si elle sait qui a attaqué Jade Cargill. Donc Nick Aldis qui mène son enquête. Mais là, Nia Jax dit qu'elle ne sait pas, et bien entendu, ce n'est pas elle, car elle était en train d'aider Tiffany Stratton et Candice LeRae à préparer leur match un peu plus tard. Et là, vous avez Cody Rhodes qui passe à côté d'eux, donc Nick Aldis l'arrête, et il demande à Cody Rhodes qu'est-ce qu'il fait. Et Cody Rhodes dit qu'il va vers le ring pour son face-à-face avec Kevin Owens, vu que c'est prévu ce soir, mais là Nick Aldis lui dit qu'ils n'ont pas encore vu Kevin Owens ce soir et qu'apparemment Kevin Owens n'est pas encore présent à l'arène, il n'est pas venu. Mais là Cody Rhodes n'y croit pas du tout, donc il se rend vers le ring, il prend le micro et il exige que Kevin Owens le rejoigne tout de suite. Et au bout de quelques instants, vous avez Kevin Owens qui apparaît, il est bien présent, donc il fait son entrée à travers le public et il dit qu'il est là parce que la WWE l'a convoqué à cause des désirs et des envies de Cody Rhodes. Et là, vous avez Kevin Owens qui déclare que tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et ce qui est arrivé également à Randy Orton, c'est de la faute à Cody Rhodes. Mais là, forcément, ça énerve Cody et il demande pourquoi est-ce que c'est de sa faute. Et Kevin Owens explique. Kevin Owens explique que ça faisait 4 ans qu'il se battait chaque semaine contre la Bloodline et d'un coup Cody Rhodes a débarqué et au final il a décidé de faire équipe avec Roman Reigns et d'oublier tout ce que la Bloodline avait fait à la WWE et à Kevin Owens ces dernières années. Kevin Owens insiste sur le fait que Roman Reigns a tenté de mettre fin à sa carrière, il a tenté de mettre fin au rêve de Kevin Owens depuis qu'il a 11 ans, donc forcément Kevin Owens déteste Roman Reigns et la Bloodline, mais là vous avez Cody Rhodes qui intervient en disant que Kevin Owens aime trop faire la victime, et oui, Cody Rhodes a accepté de faire équipe avec Roman Reigns, mais ça n'a aucun rapport avec tout ça. Cody Rhodes s'énerve également et il dit que Kevin Owens a tout accompli durant sa carrière à la WWE, il a remporté tous les titres, mais la seule personne qui ne s'en rend pas compte, c'est justement Kevin Owens. Puis derrière, Cody Rhodes s'énerve en disant que Kevin Owens n'a pas osé attaquer le genou de Cody Rhodes lors de Bash in Berlin et profiter de la situation, mais par contre là, il y a quelques jours, il n'a pas hésité à profiter de la situation et attaquer Randy Orton et lui porter une prise qui est bannie à la WWE car c'est une prise qui met fin à des vies. Donc Cody Rhodes dit que parler, discuter, ça ne va pas régler la situation et il va falloir qu'il se batte pour faire rentrer tout ça dans la tête de Kevin Owens. Et donc Cody veut son match, peu importe quand ça aura lieu, au Survivor Series ou à Saturday Night's Main Event par exemple. Et là, Kevin Owens accepte d'affronter Cody Rhodes, mais il ne précise pas quand, il dira que le match aura lieu quand il le souhaite, selon ses propres termes. Et pour finir, Kevin Owens ajoute qu'il aimait Randy Orton, et on a vu ce qu'il lui a fait, donc imaginez ce qu'il va faire à Cody Rhodes, sachant qu'il ne l'aime pas, il le déteste. Mais là, vous avez Cody qui termine en disant qu'il ne pense pas que Kevin Owens le déteste, mais il pense plutôt que Kevin Owens se déteste lui-même. Et Cody précise qu'une fois qu'ils s'affronteront, il n'y a aucune limite que Cody Rhodes n'osera pas franchir. Et donc honnêtement, très bon échange entre Cody Rhodes et Kevin Owens car les deux ont pu expliquer quelles sont leurs raisons, quelles sont leurs motivations pour ce match et pourquoi est-ce que Kevin Owens a pété un câble. Ce qui est beau, c'est qu'on peut voir que dans la tête de Kevin Owens, en soi, lui, il a raison, tout est logique dans sa tête et c'est souvent les meilleurs heels qui sont comme ça, les heels qui pensent qu'ils ont totalement raison à 100%. Maintenant, comme je vous l'avais expliqué ces dernières semaines, on aura sûrement le match entre KO et Cody Rhodes lors de Saturday Night's Main Event mi-décembre. Puis attention, on passe dans le vestiaire de la OG Bloodline, on retrouve les 4 membres qui se mettent d'accord sur le fait qu'ils ne vont pas se rendre ce soir, mais du coup il leur faut toujours un 5e membre pour les Survivor Series War Games. Et là vous avez Jey Uso qui propose Cody Rhodes, et ça a l'air de chauffer Jimmy, mais directement Roman Reigns répond non.
Donc Sami Zayn lui demande pourquoi, et Roman Reigns répond que Cody Rhodes c'est de l'histoire ancienne, et Roman Reigns est simplement passé à autre chose. Du coup, vous avez Sami Zayn qui propose quelqu'un, et il dit qu'il ne sait même pas s'il est en forme, vu ce que Bronson Reed lui a fait lundi dernier. Mais pourquoi pas tenter une nouvelle fois de convaincre Seth Rollins, sauf que là, directement, vous avez Roman Reigns qui lâche un regard à Sami Zayn pour lui faire comprendre que non. Donc Sami Zayn comprend le message, il fait « Ok, pas Seth Rollins non plus », mais du coup on n'a personne, peu importe où on va chercher, on n'a personne, on n'a pas de 5e membre, donc qu'est-ce qu'on fait? Et là vous avez Roman Reigns qui intervient en disant « Écoutez, on n'a pas besoin de 5e membre. Tout ce qui compte, c'est nous 4, les 4 personnes qui sont présentes ici. On y va ensemble et on le fait. Et si jamais on le fait pas, bah on perd, on meurt, et voilà. Mais au moins, on perd ensemble, on meurt ensemble. » Donc vous avez le OTC qui tente vraiment de motiver ses troupes et ça fonctionne. Car vous avez Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn qui acceptent. Pourquoi pas le faire à 4 contre 5, mais du coup, Sami Zayn demande à Roman Reigns quel est le plan. Et là, vous avez Roman Reigns qui répond qu'il ne sait pas. Ils n'ont pas de plan. Puis derrière, on peut voir Cody Rhodes qui retourne en coulisses et là, il croise plusieurs catcheurs, dont Carmelo Hayes. Et il commence un petit peu à s'embrouiller avec Carmelo Hayes jusqu'à l'intervention de Nick Aldis. Et du coup, pour info, la semaine prochaine, lors de SmackDown, on aura un match avec Cody contre Carmelo. On enchaîne avec Naomi et Bayley contre Candice LeRae et Tiffany Stratton accompagnés par Nia Jax. Et justement au bout de quelques minutes alors que Bayley voulait effectuer le relais, vous avez Nia Jax qui intervient et qui tire Naomi, elle la fait tomber au bord du ring et elle commence à s'acharner sur Naomi, donc là l'arbitre n'a pas le choix et l'arbitre disqualifie Candice LeRae et Tiffany Stratton. Et attention, après le match ça va partir en bagarre générale car vous avez Io Sky qui tente d'intervenir pour aider Bayley et Naomi, mais là vous avez Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui débarquent également. Donc on se retrouve à 5 contre 3 jusqu'à l'arrivée de Mamie Rhea Ripley qui vient faire fuir les heels. Et quel pop pour Mamie, encore une fois hier soir du côté de SmackDown. C'est incroyable de voir la méga star que Rhea Ripley est devenue ces derniers mois. Puis on enchaîne avec Tommaso Ciampa qui a des comptes à régler, donc hier soir il affrontait Montez Ford, et on avait vraiment un Tommaso Ciampa très froid qui a fait son entrée, très concentré, encore une fois je me répète, mais ça m'a rappelé le grand Tommaso Ciampa de NXT, et pendant un instant, je l'ai imaginé faire son entrée, mais avec son ancien thème, No One Will Survive, ce serait tellement énormissime. Donc hier soir, c'était un petit peu l'occasion pour Tommaso Ciampa de prouver quelque chose, et justement vers la fin, il est à 2 doigts de porter son finisher, mais là, vous avez Montez Ford qui réussit à s'en sortir et qui contre Tommaso Ciampa avec un tombé pour la victoire. Mais du coup forcément Ciampa n'est pas content donc il attaque Montez Ford après le match jusqu'à l'intervention d'Angelo Dawkins. Angelo Dawkins qui s'en prend à Ciampa, mais là vous avez Gargano qui intervient également et qui tente un petit peu de calmer tous les catcheurs dans le ring. Mais pendant que Gargano tente de calmer Angelo Dawkins, Ciampa en profite pour attaquer Dawkins par derrière. Donc là encore une fois Gargano tente de calmer Ciampa, mais comme la semaine dernière, Ciampa repousse violemment son coéquipier, il commence à l'engueuler jusqu'à l'intervention des Motor City Machine Guns qui viennent également sur le ring pour faire fuir Tommaso Ciampa. Et là, pendant que Ciampa s'en va, on peut l'entendre gueuler à Gargano « De quel côté tu es ?» Donc vraiment, là, j'aime beaucoup ce qui se passe avec Ciampa, mais du coup, je me demande, est-ce que Gargano va le suivre dans ce potentiel heel turn ? Et donc on passe au main event, nous avons la New Bloodline qui font leur entrée, puis la OG Bloodline qui les rejoint dans le ring. Et là, Solo prend le micro et il précise qu'il n'est pas là pour se battre. Et d'ailleurs, il précise également qu'il aime Roman Reigns, il aime toujours Roman Reigns, et il les aime même tous les 4, Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso et Sami Uso. Solo Sikoa dit qu'il n'a jamais arrêté de les aimer, et que si tous les 4 ils rejoignent sa Bloodline, alors ils pourront dominer la WWE pendant des décennies. Et Solo Sikoa ajoute que Roman Reigns n'a pas de 5e homme pour les Survivor Series War Games. Roman Reigns n'a pas non plus de Wise Man, donc en gros, Roman Reigns n'a pas le choix. Et là, Solo Sikoa leur demande de se rendre tout de suite, ou alors ils vont mourir tous les 4, ici et maintenant. Et là, vous avez Solo qui donne le micro à Roman Reigns, et on a l'impression pendant un instant que Roman Reigns est en train de douter, mais d'un coup, on entend une voix qui nous dit « Ladies and gentlemen !» Et nous avons le Wise Man Paul Heyman qui a effectué son retour hier soir à SmackDown. Mais quel plaisir d'entendre à nouveau la voix de Paul Heyman. Et on a eu une méga pop lors de son entrée. Paul Heyman se présente puis il nous dit que peut-être qu'il est mauvais en maths. Mais dans sa tête, ça ne fonctionne pas 4 contre 5 au Survivor Series War Games. Donc le Wise Man ne peut pas accepter ça.
Et du coup, le Wiseman est présent ce soir pour justement présenter le 5e membre de la team OG Bloodline pour les Survivor Series War Games. Et là, vous avez la musique de CM Punk qui retentit et Punk fait son entrée. Et c'est parti, derrière on a une petite preview des Survivor Series War Games avec une grosse bagarre, 5 contre 5, et au bout de quelques instants, on a CM Punk et Roman Reigns ensemble dans le ring, qui portent un combo Spear GTS à Tama Tonga et Tongaloa en même temps. Et derrière, on a Roman Reigns qui regarde CM Punk un petit peu en mode choqué, un petit peu en mode qu'est-ce que tu fous là? Et donc le show se termine sur ces images de la OG Bloodline avec CM Punk et Paul Heyman dans le ring. Nous avons notre team pour les War Games. Allez, on passe à l'avis de Pierre et derrière ma conclusion. Chut, it's Manchester United. Parce que Chelsea, c'est un club de foot, c'est pour ça que je dis ça. Chelsea Green, la merveilleuse, la talentueuse, la divertissante. Bref, la superstar féminine la plus intéressante de ce roster remporte ce combat et avance dans les qualifications pour remporter le premier titre US féminin. Je dis oui, elle, la première, doit remporter ce titre. Alors, mesdames, faites la queue, ce titre, il est pour Chelsea Green. Par contre, Jade Cargill a été retrouvée sur le pare-brise d'une Clio 4. On sait pas comment elle a atterri là. Mais dans mon livre, c'est Bianca Belair qui l'a attaqué pour enfin faire son heel turn tant attendu. Même si Bianca en heel, je suis pas sûr qu'il prendrait ce risque. En tout cas, est-ce que Jade Cargill sera remise sur pied pour les War Games ou alors est-ce que quelqu'un va la remplacer? Wait and see, j'ai envie de dire. Nakamura Shinsuke fume encore une fois ce bon vieux chevalier de Los Angeles. On a pu également voir un promo package de Shinsuke, c'était très cool. C'est quasiment le même univers que quand il était en rivalité contre Cody Rhodes, mais en beaucoup plus dark et creepy. Je suis ultra hypé pour cet énième repackaging de Shinsuke Nakamura. Cody Rhodes fait son entrée non pas dans un costume 3 pièces mais en survêt Umbro. Il lui manque la petite casquette, le Walkman, et on a un super style des 90s. En tout cas, j'aime beaucoup cette facette de Cody Rhodes. Il n'est plus le mec gentil qui aime tout le monde, il est ultra vénère. Bon, ultra vénère, mais il prend quand même la peine de faire son wow. Wow, je suis vénère. Kevin Owens, lui, avec son magnifique t-shirt, a raison sur toute la ligne pour le coup. J'ai même pas envie de considérer Kevin Owens comme le heel de cette histoire, c'est tout à fait légitime ce qu'il dit. Il s'est fait piétiner par la Bloodline pendant 4 ans, il a aidé Cody contre la Bloodline, et au final, Cody fait une alliance avec Roman Reigns. Donc Kevin Owens, t'as tout à fait raison dans cette histoire, et Cody ne peut qu'avoir tort. C'est l'heure de la fin du show, la OG Bloodline et la Bloodline de Temu se prennent le chou sur le ring. Quand une douce et merveilleuse voix retentit dans l'arène. Ladies and gentlemen, Paul Heyman est de retour, mes amis, quel bonheur. Eh bien, le bonheur est de courte durée car il nous annonce qui est le 5e membre de la Bloodline OG. C'est CM Punk. Je suis sûr que cette storyline ces dernières semaines, ils nous l'écrivent comme ça. Tiens, vas-y, tire un petit papier, il nous faut un 5e membre pour la Bloodline 2.0, vas-y. T'as eu? Qui t'a eu? Bronson Reed? Pas mal, je note, je note. Tiens, pendant que tu retires-en un, il nous faut un 5e membre pour la OG Bloodline également. Qui c'est? CM Punk? Ah, très bien. Comment on va justifier ça? Eh ben, je sais pas, fais tes recherches. Je crois que Bronson Reed avait un grand-oncle qui était samoan, t'as qu'à écrire ça, tiens. Et puis CM Punk, il était pas avec Paul Heyman il y a 11 ans? Et bah voilà, très bien. Affaire classée, voilà, post-déj, je vous invite tous au Buffalo. Vous verrez la petite salade de bienvenue, elle est incroyable. S'il fallait un 5e membre, le choix le plus logique, ça aurait été Cody Rhodes en fait. Le seul côté positif que je vois avec CM Punk dans cette Bloodline, c'est que Seth Rollins peut regretter d'avoir refusé et du coup se venger contre CM Punk, d'avoir pris sa place. Allez, je me calme, cet épisode de SmackDown, à part cette merde, c'était pas trop dégueu. Mais je dois prendre en compte cette histoire quand même pour ma note, alors je mettrai un 5 sur 10. Et c'est juste parce que le reste du show équilibre la balance. On a eu des matchs sympas, bien que très peu. Ciampa continue de péter un câble. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça m'intrigue. Et c'est quoi cette nouvelle attitude des Street Profits qui se prennent pour des Dark Sasuke, je sais pas quoi là. En tout cas, la seule chose que je retiens, c'est la victoire de Chelsea Green, alors je ne peux être que content. Le reste, ça n'a plus d'importance. Merci Ali, à la prochaine, merci à tous et vive le 4. Alors déjà, je trouve qu'on a eu pas mal de bonnes choses lors du show, notamment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Chelsea Green qui avance dans le tournoi pour le titre US, ça nous fait énormément plaisir. Le face-à-face entre Cody Rhodes et Kevin Owens était très bon, j'ai trouvé cette semaine. Nakamura qui attaque LA Knight, ça nous donne tous de l'espoir de revoir le grand Nakamura, mais déjà, rien que de voir Nakamura, ça fait plaisir. Et donc ce qui s'est passé entre la New Bloodline et la OG Bloodline, honnêtement, c'était un méga segment, même si je vois beaucoup de personnes se poser des questions, notamment par rapport au fait que CM Punk soit le 5e membre, et que pour beaucoup de personnes, ça n'ait aucun sens. Et j'ai beaucoup de personnes qui me demandent depuis hier soir, mais pourquoi CM Punk? Quel est le rapport de CM Punk avec la storyline? Et en toute honnêteté, il n'y en a aucun. Il n'y avait pas vraiment de tension, on va dire, entre la New Bloodline et CM Punk. Mais par contre, l'élément important, le fil rouge, on va dire, durant la carrière de CM Punk, c'est Paul Heyman. Donc au final, l'explication la plus simple, la raison la plus simple, c'est tout simplement Paul Heyman. C'est parce que c'est Paul Heyman qui a cherché le 5e membre, et du coup, comme Sami Zayn l'avait expliqué un peu plus tôt lors du show, il y a personne qui veut faire équipe avec la Bloodline, vu que la Bloodline a attaqué tout le monde ces dernières années. Donc Paul Heyman devait trouver quelqu'un dont il est proche, quelqu'un qui accepterait de lui faire une faveur. Donc qu'a fait Paul Heyman? Il s'est tourné vers l'un de ses Paul Heyman guys, celui qui est le plus disponible, on va dire, à l'heure actuelle.
Il s'agit de CM Punk. Et d'ailleurs, CM Punk l'a clairement expliqué hier soir à la fin du show, lors des dernières secondes quand Roman Reigns et CM Punk sont face à face. D'abord, on a Roman Reigns qui demande à CM Punk « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et là, si on lit sur les lèvres, on peut voir que CM Punk dit à Roman Reigns « Je suis là pour sauver tes fesses !» Puis derrière, on a CM Punk qui dit à Roman Reigns « Écoute, c'est pas entre toi et moi, là je suis pas là pour toi !» Puis derrière, on a CM Punk qui pointe vers Paul Heyman et il explique qu'en gros, il est là pour Paul Heyman. Donc oui, CM Punk n'a aucun rapport ou aucune tension avec la New Bloodline, à part un petit segment qui avait eu lieu il y a 5 mois et que la plupart des gens avaient déjà oublié. Mais par contre, il est le catcheur qui est le plus proche de Paul Heyman, à part Roman Reigns et également à part Brock Lesnar. Mais je rappelle que par rapport à Brock Lesnar, pour le moment, il ne devrait toujours pas être utilisé, vu que le procès contre Vince McMahon est toujours en cours. Donc vu qu'on ne peut pas utiliser Brock Lesnar, on utilise l'autre Paul Heyman guy, CM Punk. Et pour ceux qui se rappellent, quand CM Punk a fait effectuer son retour à la WWE, il y a 1 an, il avait justement effectué un speech où il avait acknowledge Roman Reigns et tout le succès de Roman Reigns. Mais au passage, il lui avait également dit de ne pas oublier qu'il est le OG Paul Heyman guy et que Paul Heyman a été son wise man en premier. Donc honnêtement, c'est vrai que depuis 1 an, depuis son retour, CM Punk avait précisé plusieurs fois à quel point il est proche de Paul Heyman, donc ça a du sens que Paul Heyman l'amène comme 5e membre pour les Survivor Series War Games. Mais attention, maintenant, d'ici le PLE, il peut encore se passer plein de choses. Qui sait, peut-être qu'au dernier moment, quelqu'un va attaquer CM Punk ou remplacer CM Punk. Comme vous le savez, tout est possible à la WWE. Mais en tout cas, faut l'avouer, à la fin de SmackDown, quand on a eu cette image avec la Bloodline qui lève le doigt et CM Punk à côté qui fait le signe du Go to Sleep, ça en jetait quand même pas mal et c'est une belle team. Et pour ceux qui étaient présents vendredi soir sur Twitch, vous vous rappelez que justement on avait parlé de ce scénario. On commençait tous à sentir que CM Punk pouvait être une option possible pour le Survivor Series War Games. Mais maintenant la grande question c'est quelle va être la réaction de Seth Rollins, car potentiellement ça pourrait énerver Seth Rollins que CM Punk essaie encore une fois de faire le sauveur ou encore qu'il lui vole la vedette. Mais maintenant est-ce que ça servait vraiment à quelque chose d'ajouter un 5e membre 2 équipes pour ce War Games? Comme je vous l'ai répété ces dernières semaines, je ne pense pas. Je pense qu'on aurait dû rester sur un 4 contre 4. Mais qui sait, peut-être que la WWE a une surprise cachée au niveau des storylines, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Donc j'essaye de rester optimiste, j'essaye de rester ouvert par rapport à ce que la WWE va nous raconter lors du PLE. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!